Madame, Monsieur, bienvenue dans ce spécial forum AGEM qui est consacré essentiellement aux questions de la santé. Il y a des maladies aussi vieilles, même si pas vieilles comme le monde, mais qui datent, mais qui sont parfois ignorées du grand public. C'est le cas de la drépanocytose, cette maladie que nous allons devoir parler dans cette émission. Et pour en parler, nous avons fait appel au programme national d'éradication de la drépanocytose en République démocratique du Congo. Nous avons donc sur ce plateau le docteur Serge Nkoy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur national du programme d'éradication de la drépanocytose. Comment vous allez? Je vais bien. Nous avons également le docteur Chico Wantetila. Lui, c'est le directeur adjoint de ce même programme que nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Je vais, merci. Vous n'avez pas la drépanocytose, j'espère. Non. Alors, donc c'est avec ces deux invités, mais qui sont bien sûr accompagnés d'autres membres de ce programme, que nous allons devoir discuter sur la drépanocytose. Docteur, même les mots pour les prononcer, ça pose parfois problème. Ce qui dit que peut-être que c'est une maladie méconnue du grand public. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi cette maladie? Merci pour cette question. Je ne voulais pas faire la justice ici. On nous a présenté le docteur comme directeur et le directeur adjoint. Je voulais aussi présenter les gens qui nous accompagnent parce qu'ils occupent d'autres fonctions très importantes au sein de notre programme. Tout à fait. J'aimerais qu'ils se présentent eux-mêmes et ça sera une bonne chose. Si tout à fait. Merci beaucoup, directeur. C'est Dr Théo Mboni. Je suis en charge du partenariat externe au sein du programme national d'éradication de la drépanocytose au Congo. Merci. Moi, c'est Dr Bokabou Eric. Je suis chef de service de surveillance épidémiologique au programme national d'éradication de la drépanocytose. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est Dr Germain Kapour. Je suis chef de division technique au sein du programme. Alors, donc, vous avez la grande équipe du programme national d'éradication de la drépanocytose en République démocratique du Congo. Docteur, je reviens à vous, vous avez la parole. Qu'est-ce qu'on peut comprendre ou c'est quoi la drépanocytose? Merci pour la question. La drépanocytose, c'est une maladie causée par un agent filaire, si je peux le dire, qui s'appelle Drépanocytose medinensis. On l'appelle aussi ver de Guinée. Hier, on l'appelle filaire de Médine. C'est ces filaires-là qui se retrouvent dans les eaux polluées. Et il est souvent pris, donc, dans son stade larvaire, il est pris en charge par un cyclops. Et ce cyclops, c'est vraiment invisible, il est dans l'eau, avec des dimensions très très réduites. Et quand la population ingère cette eau, donc ils vont ingérer en elle les cyclops en question qui, en lui, contient aussi la larve. Et cette larve va s'éclore au niveau du tube digestif et continuer son développement dans le corps humain jusqu'à s'installer au niveau des membres inférieurs surtout et se présentant sous forme d'une éruption. Mais c'est un ver vraiment adulte qui peut avoir de longueur atteignant à peu près 1 mètre. Donc ça donne des symptômes que vous allez découvrir, des complications. Alors, moi je suis journaliste, nous avons des médecins sur ce plateau. Vous allez souffrir, chers téléspectateurs, de certains termes, cyclops, et donc nous tiendrons à ce que le médecin ne puisse pas nous amener dans les dictionnaires pour comprendre certains termes, mais c'est vrai, ce sont des termes techniques. Alors, docteur Chico, on dit ver de Guinée. Pourquoi ver de Guinée? C'est là où ça a commencé ou comment? Oui, merci pour la parole, monsieur le journaliste. On parle de ver de Guinée parce qu'on l'a découvert au début au Guinée. C'était dans ces coins-là du monde qu'on avait découvert cette maladie-là. C'est pour cela. Alors, quels sont c'est vrai, le docteur Serge a déjà effleuré cet aspect, les symptômes qui prouvent que on a cette maladie et ces vers sont dans le corps humain? Oui, souvent quand vous êtes affecté par ou infecté par cette maladie,
il y a des signes qui se présentent au niveau du corps, entre autres la chaleur. Donc vous allez sentir la chaleur au niveau de la peau. Et il y a aussi des autres signes associés tels que la douleur. Il y a vraiment des fortes douleurs à l'endroit où les vers essaient un peu de sortir, parce que souvent, quand les vers terminent son cycle au niveau du type digestif, il cherche à sortir au niveau de la peau. Et l'endroit le plus idéal où il essaie de sortir, c'est au niveau des membres inférieurs, entre autres au niveau des pieds. Des jambes. Et là où ils essaient de sortir, ça forme quelques trucs comme des nodules et ça donne des chaleurs et des douleurs atroces. Alors, ces symptômes, peut-être qu'on peut se dire, bon, qu'on n'a pas les vers de Guinée, on n'a pas la drachyculose, mais c'est peut-être une autre maladie. Est-ce que, docteur Serge, ces symptômes suffisent pour se dire qu'on a la drachyculose, une maladie, comme on l'a dit même tantôt, que c'est peut-être méconnu du public? J'avais dit que nous sommes accompagnés des spécialistes dans ce domaine. Je voulais donner la parole au docteur Théo, qui va vous donner cette réponse. D'accord. Docteur Théo, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'aimerais d'abord rebondir sur un aspect par rapport à la question sur l'appellation de ver de Guinée. Oui. Si la maladie est appelée ver de Guinée, la raison c'est que lors de la traite des Noirs, on a remarqué que la plupart des esclaves qui venaient du Golfe de Guinée étaient porteurs de cette maladie, d'où l'appellation de ver de Guinée. Oui. Par ailleurs, comme le directeur l'avait dit au début, ça s'appelle aussi filière de Médine, pour la simple raison qu'il y a dans l'historique une description de ces vers dans la région de Médine. Ça peut aussi s'appeler, comme on a dit, dracontiase, pour la simple raison que, au départ, sa symptomatologie, ces vers tend à orienter vers une sensation de chaleur, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la personne qui souffre de cette maladie a du feu. Au niveau des pieds. Lorsqu'on s'oriente vers l'histoire, vers la mythologie, on sait qu'il y a un animal du nom des dragons qui crachait du feu. Oui. C'est ainsi que les auteurs ont fait un rapprochement entre les dragons et cette maladie et on l'ont appelé dracontiase. Et à part les signes que le directeur Chico a évoqué tout à l'heure, nous devons retenir que c'est avant tout une maladie, c'est-à-dire nous avons des signes qui sont généralisés, entre autres des démangeaisons. Nous avons quelques jours avant l'apparition du ver, parce que ici nous insistons pour dire que c'est avant tout une maladie qui est caractérisée par la présence d'une lésion, c'est-à-dire on a une lésion, voire même plusieurs, avec émergence d'un ou plusieurs vers. C'est-à-dire, pour qu'on parle de la dracunculose ou de la maladie de ver de Guinée, il faudrait qu'il y ait d'abord une lésion, et cette lésion, ça peut être un gonflement qui va éclater et laisser en place une plaie, et à travers cette plaie-là, on verra l'apparition d'un ver, et ces vers peut atteindre 1 mètre de longueur. Donc, outre, comme je le disais tout à l'heure, les signes généraux d'une atteinte inflammatoire, donc vous avez la chaleur, vous avez la tuméfaction, vous avez la douleur, vous avez, j'ai dit tout à l'heure aussi, vous avez démangeaison ou prierie, vous devez noter la présence d'un ver qui sort par la plaie. Donc ça, c'est vraiment un élément capital. On ne peut pas parler du ver de Guinée lorsqu'il n'y a pas émergence d'un ver, bien entendu. D'accord, docteur à côté peut compléter par rapport, le docteur Théo dit qu'il y a cette légion-là, il y a la plaie et le ver émerge déjà. Est-ce qu'il peut être tiré tout simplement ou il y a d'autres méthodes pour... Avant de chuter sur votre question, je vais encore éclairer une autre chose, c'est que dans la transmission
il y a des hôtes définitifs de cette maladie. Ouais. Il n'y a pas seulement l'homme, il y a le chien, il y a les chats ou les autres animaux aussi, qui peuvent ingérer de l'eau contaminée par les cyclopes qui contiennent en eux des larves infectantes. Donc, ce sont des larves qui sont arrivées au stade mature, on dit stade 3. Alors, tous ces hôtes définitifs-là sont en mesure de développer la maladie de ver de Guinée. Ça, c'est la première des choses. Alors, la deuxième des choses, c'est que la personne qui y a avec lui une lésion avec émergence du ver, vu que il y a la douleur, il y a la chaleur, on dit dracunculose, ça veut dire dragon, ça veut dire le feu. Donc, on a tendance à aller plonger le pied dans l'eau. Et quand le malade va plonger son pied dans l'eau, c'est à ce moment-là que le ver qui va chercher à sortir, qui cherche à sortir, va émettre encore ces larves qui sont déjà infectées. Bon, pas encore infectées, mais les larves qui sont au stade immature, va dans l'eau. Il y a les cyclopes qu'on appelle aussi crustacés d'eau douce. En fait, c'est un peu comme des crevettes, mais ce ne sont pas des crevettes. Parce que cyclopes ou crustacés d'eau douce, ce n'est pas visible à l'œil nu. C'est visible microscopiquement. Donc, c'est un peu la différence avec crevettes que nous connaissons, comme on dit cosa chez les gens. Donc, c'est visible du point de vue microscopique. Alors, si dans l'eau, il y a ces cyclopes ou crustacés d'eau douce qui ingèrent les larves immatures, et maintenant c'est dans ces cyclopes-là que la larve va croître, il va passer de stade 1 à stade 3 pour arriver à infecter. Et quand l'homme ou les chiens ou les chats va boire de l'eau contenant des cyclopes avec larves infectantes, c'est à ce moment-là que la transmission de la maladie des vers de Guinée va se faire. Donc le cycle s'est fait de cette façon-là. Alors pour le traitement, comme vous parlez de traitement du ver de Guinée, le traitement il est simple. Quand il y a émergence du ver, on dit on tire doucement les vers. On tire doucement les vers. Ou bien on peut enrouler les vers tout doucement avec une tige d'allumette ou avec une cure-dent, ça dépend. Ou même avec son doigt, on peut enrouler tout doucement les vers parce que il y a une résistance parfois. Quand on essaie de tirer les vers, il y a une résistance. Les vers peuvent se couper et ça crée une complication. Ça peut arriver à cela. Et il peut y avoir aussi d'autres complications qui peuvent venir à la suite. C'est par exemple quand on ne sait pas prendre bien soin de la plaie, vous savez qu'on peut arriver à attraper les tétanos, qui est dangereux, qui peut nous amener à un cas de décès. C'est ça un peu la complication. Ou sinon, on peut aller à une invalidation. Parce qu'on dit la dracunculose, c'est une maladie invalidante. Donc la personne va devenir nulle. La personne va devenir improductive. Donc la personne ne pourra pas aller au champ. La personne ne pourra pas faire la pêche. Et cela devient un obstacle pour les ODD, les objectifs de développement durable. Donc c'est ça le problème de la santé publique que la dracunculose pose à ces jours. Alors, docteur, en tirant les vers, est-ce qu'il ne va rien laisser à l'intérieur du corps humain, même s'il n'est pas coupé? Merci beaucoup. Je crois en tirant le ver, c'est vraiment un processus minutieux. Il faut être formé pour le faire et il faut aller doucement. Comme le disait docteur Eric tout à l'heure, donc en cas de résistance, on peut même arriver à scotcher, attendre, après quelques heures après, recommencer les processus. Alors la crainte, c'est cette rupture-là, mais en dehors de la rupture, si on est rassuré que le ver il est sorti totalement, en ce moment-là, il ne laisse pas de microbes à l'intérieur du corps. Il n'y a pas de microbes. On doit maintenant traiter la plaie comme toute plaie, au risque d'une surinfection. Alors, il faudra donner des antibiotiques, et ça c'est par rapport au traitement autre qu'on peut donner en cas de dracunculose. Déjà, il n'y a pas un traitement médicamenteux spécifique pour cette maladie. Donc, le traitement il est chirurgical, l'extraction du ver, mais après l'extraction, on doit soigner la plaie. Voilà un peu ce qu'on peut faire dans ces cas-là. Alors, docteur Chico,
est-ce que la transmission de la maladie ne se fait qu'à partir de l'eau? Est-ce que quelqu'un qui a la drépanocytose ne peut pas infecter une autre personne? Non, la transmission n'est pas interhumaine. La transmission se fait au niveau des eaux isées là. Quand la personne consomme de l'eau, c'est à ce moment-là que... Mais en allant, par exemple, dans ces eaux-là, par rapport ça ne peut pas rentrer à partir des pores du corps? Non, c'est une transmission en buvant de l'eau isée. Donc, c'est-à-dire ça se fait seulement quand vous ingérez ou vous buvez de l'eau contaminée. Alors, il n'y a pas de traitement approprié, peut-être, mais c'est tirer le verre. Mais qu'est-ce qu'on fait après avoir tiré les verres, bien sûr, et qu'il faut soigner la plaie? Docteur Serge, peut-être vous pouvez nous éclairer là-dessus. Cette plaie-là, elle n'est pas infectée. Toute plaie, c'est d'abord l'effraction de la peau, dans l'ouverture, une fenêtre, une porte d'entrée. Donc on doit soigner minutieusement pour éviter une surinfection ou une complication. Donc nous allons prendre des dispositions pour soigner la plaie correctement. Donc là, c'est dans ce système-là. On vous a dit que nous craignons les infections, nous craignons la surinfection, nous craignons le tétanos, et c'est ce que nous allons faire. Mais nous, plus en santé publique, nous visons plus la prévention. Tout à fait. Mieux vaut prévenir que guérir. Dans la prévention, nous sommes en train d'éduquer la population sur l'usage des eaux de boissons qui sont potables. Donc il faut prendre les eaux, les filtrer ou les bouillir ou mettre carrément des solutions désinfectantes avant de les prendre comme eau de boisson. Donc c'est ce qui sera vraiment très très utile. Donc je demanderai aussi à Dr Théo de compléter sur les mesures de prévention. Il y a même d'autres systèmes de récompense, mais il est mieux outillé pour nous parler. Docteur Théo, c'est vrai, la prévention, mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Plus la médecine préventive que la médecine curative qui est en avant-plan. Exactement, merci monsieur le journaliste. Ce qui est vrai, comme l'a dit le directeur, le mieux, ce n'est pas attendre la survenue de la maladie. Il faudrait miser sur l'éducation de la population. Il faudrait miser sur ce que nous appelons les traitements des mares. Et qu'est-ce que ça se fait? On va, lorsqu'il y a un cas qui est isolé, parce que peut-être qu'on ne l'a pas dit en amont, lorsqu'on a détecté un cas qui, par après, s'est avéré un cas de drépanocytose ouvert de Guinée, d'emblée, la personne chez qui on a détecté les cas est mise en isolement. Et la mise en isolement s'est fait d'ailleurs 24 heures avant ou après l'émergence du ver. Donc, on évite quoi? On évite que la personne, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la maladie étant caractérisée par une sensation de brûlure, et la personne cherchant à soulager, l'intention d'aller dans l'eau, exactement, cherchera à aller atténuer la partie douloureuse en allant plonger dans de l'eau. Or, en plongeant dans de l'eau, il y a ce que Dr Eric a dit, il y a risque de contaminer le point d'eau qui, malheureusement, comme nous le savons, la drépanocytose, c'est une maladie qui sévit dans des milieux plus ruraux et qui atteint plus la population des communautés très pauvres, démunies, qui s'abreuvent dans les étangs, dans des mares. Et parce que dans le contexte de la drépanocytose, il conviendrait de signaler ici que pour nous, les ruisseaux ou les rivières ne sont pas très problématiques. C'est plus de l'eau stagnante. Pourquoi? Parce que c'est dans ces eaux-là stagnantes qu'on trouve de crustacés, comme on l'a dit tout à l'heure là, des tailles microscopiques. Alors ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que dans le volet préventif, on va d'abord isoler la personne qui est atteinte. Faire en sorte qu'elle n'aille pas plonger la partie atteinte dans un point d'eau utilisé comme source de boisson. Et on va aussi bander la partie qui est enflée en attendant l'émergence du ver. Et pendant ce temps-là, on va vérifier si la personne n'a pas eu à plonger la partie atteinte dans un point d'eau utilisé comme source de boisson. Si c'est le cas, ça c'est surtout dans les pays qui sont endémiques. Nous, on ne peut pas dire à ce point que l'on soit endémique, mais dans les pays endémiques où on est en phase d'intervention,
on va jusqu'à traiter ces différents points d'eau qui sont sources de contamination en y aspergeant un puissant larvicide qu'on appelle les téméphos ou la batte. Et à part cela, on va éduquer la population, on va la sensibiliser et on va distribuer, il y a des campagnes de distribution de filtres pour éviter que les personnes puissent ingurgiter de l'eau contenant des crustacés. Et dans la suite, on va beaucoup plus miser sur la sensibilisation, c'est-à-dire la surveillance à base communautaire, en mettant en place un système de récompense monétaire. Et c'est quoi ce système de récompense monétaire? On s'est dit, on va inciter la population à surveiller la maladie. Parce qu'en surveillant la maladie, s'il y a un cas qui est détecté, promptement, la prise en charge sera prompte et la suite pourra être telle que prévue. Alors, le système de récompense consiste à quoi? On met un paquet de $400 qui est réparti, ou qui sont répartis parce qu'il s'agit de $400 à 4 niveaux. Il y a d'abord l'informateur, c'est-à-dire la personne qui communique avoir vu une personne portant une ou plusieurs lésions avec émergence d'un ou plusieurs vers. Cette personne-là, si jamais par la suite, il s'avérait que ces vers-là, parce que la confirmation, ça on l'a pas dit, la confirmation s'est faite à Atlanta, c'est pas ici chez nous. On aimerait bien que ça se fasse même à l'INRB. De cette maladie ou de ces vers-là. Exactement. On aimerait que ça se fasse à l'INRB, mais malheureusement, l'OMS, avec les autres partenaires tels que CDC Atlanta, ont voulu que les diagnostics, la confirmation de ces vers comme étant un ver de Guinée se fasse à Atlanta. Mais avec tout le temps que ça va prendre, le temps de confirmer, la personne est en train de souffrir davantage. La personne n'est pas en train de souffrir parce qu'on envoie le ver que quand il est extrait. Donc on l'a dit. On extrait le ver, on continue à traiter la plaie comme étant toute plaie ordinaire. Donc c'est le verre qu'on envoie aux États-Unis. Exactement. Donc on va extraire les verres, on met dans de l'alcool dénaturé et très bien emballé, on envoie à Atlanta. Il doit être vivant. Pas forcément, parce que là-bas on fait la génie génétique. Donc on fait la biologie moléculaire et on va confirmer si c'est un ver de Guinée. Pourquoi nous le disons? Parce qu'on a eu des cas où quelqu'un qui a informé, qui a communiqué comme ayant vu quelqu'un porteur de la dracunculose et venir réclamer, dire bon écoutez, moi je vous ai communiqué, où sont mes $100? Donnez-moi l'argent. Voilà. Donc c'est pour dire à la population ici qu'il faudrait que la confirmation se fasse d'abord au labo comme étant un ver de Guinée. Dès le moment où on a la confirmation, rien ne pourrait retenir qu'on remette les $100 à l'informateur. Alors il y a aussi $100 qui sont remis aux malades, chez qui on a extrait les vers. Il y a $100 qui sont remis à l'extracteur, c'est-à-dire le personnel soignant qui a eu à extraire les vers. Et il y a 100 autres dollars. Docteur, s'il vous plaît, mais pourquoi il faut remettre de l'argent encore aux malades? C'est comme on l'a dit. On l'a dit, c'est un système de récompense et ça sert à stimuler la surveillance. C'est-à-dire on incite parce que la personne chez qui on a extrait ira raconter peut-être chez ses amis, écoutez, moi j'ai obtenu $100, toi tu as la même maladie, mais pourquoi tu te caches, va là-bas? Parce qu'il y a de fortes chances que tu aies aussi $100. C'est ainsi qu'on récompense les porteurs du verre des $100. Alors les 100 autres dollars que je n'ai pas eu parce que vous m'aviez interrompu tout à l'heure sont remis à la zone de santé, c'est-à-dire un médecin chef de zone, parce que c'est sa juridiction. Voilà un peu comment est-ce que les choses sont organisées dans le cadre de la lutte préventive, mais aussi curative de cette maladie. C'est une bonne technique d'éradication, la remise de quelques dollars aux malades, au personnel soignant et à toute cette équipe. Alors, on va maintenant parler, docteur, du programme. Le programme d'éradication, le programme national d'éradication de la dracunculose, il date de quand? C'est un programme qui a été créé dans notre pays en 2002, à l'époque du fait professeur Machako Mamba, triste mémoire, qui était ministre de la Santé publique à l'époque. Et ça a été créé parce qu'il faut le savoir d'abord qu'au monde, cette maladie ne se retrouve qu'à 7 pays actuellement. Et dans ces 7 pays-là, la RDC fait partie. Pour nous, ce n'est pas de la fierté. Nous devons nous battre
pour arriver à dire que cette maladie n'existe pas chez nous, afin que l'OMS déclare son éradication chez nous. Parce que jusque-là, il n'y a que la variole qui a été déclarée éradiquée. La deuxième maladie qu'on vise, c'est celle-ci. En cela, nous avons réussi la mission du gouvernement de la RDC et du ministère de la Santé publique dans le cadre d'espèces pour fouiller dans 4 points de notre pays, même les pays frontaliers, pour arriver à détecter si ça existe ou pas. Parce que l'absence des cas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il faut vraiment approfondir les recherches pour arriver à dire que ça n'existe pas, afin que l'OMS déclare son éradication. Et c'est fait, il y a ce système-là de récompense. Je demande au docteur Bokabo de compléter ce que je venais de dire. Oui, docteur. Donc, ce que nous devons retenir, s'agissant du programme, il faut d'abord savoir que notre pays a été endémique avant l'indépendance. Donc, sur la période de 1949 à 1958, il y a eu une notification de vrais cas de vers de Guinée. Donc, des cas avérés, c'était au total au nombre de 540. Et à l'époque, c'était la province du Grand Kasaï. Donc, le Grand Kasaï, à l'époque, qui a eu beaucoup de cas. Il y a eu la province orientale, ainsi que toutes les autres provinces, hormis seulement le Grand Kivu, c'est-à-dire le nord et le sud Kivu, qui n'avaient pas notifié le cas de vers de Guinée. Donc, nous sommes un pays historiquement endémique, c'est comme ça qu'on dit. Et après l'indépendance, jusqu'à nos jours ici, il n'y a pas eu un vrai cas de vers de Guinée. Donc, nous n'avons pas des archives. C'est vrai qu'on pourrait dire qu'il y a absence de cas de vers de Guinée, mais scientifiquement, ça ne se prouve pas comme ça. Donc, c'est sur ce que nous rebondissons sur les systèmes de récompense monétaire pour inciter la population à fouiller et à nous dire s'ils trouveraient un cas de vers de Guinée afin qu'on puisse documenter et puis dire que notre pays a des cas de vers de Guinée, ou sinon, s'il n'y en a pas, nous passerons déjà comme pays certifié, comme on est en train de éradiquer. Donc c'est ça. Donc il faut savoir, nous en RDC, nous avons 2 pays qui jusqu'aujourd'hui notifient les vrais cas de vers de Guinée. Les pays frontaliers dont je suis en train de parler. Il y a le Soudan du Sud qui jusqu'à ce jour est en train de notifier les cas de vers de Guinée. Il y a l'Angola qui est à côté ici au sud de notre pays, qui est en train de notifier le vrai cas de vers de Guinée. Chez les animaux, tout comme chez les humains. Donc c'est ça. Mais il faut signaler aussi d'autres pays comme le Tchad, qui est un pays endémique. Il y a des mouvements de population. Vous savez, il y a des peuples tchadiens. On parle du Mororo, des peuples Peul, qui traversent dans notre pays avec leurs élevages et puis qui pourraient aussi nous amener la maladie. Donc nous avons des pays frontaliers qui jusqu'aujourd'hui sont endémiques et cela constitue un risque pour l'introduction de cette maladie dans notre pays. Alors, depuis, le docteur Serge a dit que le programme a commencé en 2002, mais depuis les indépendances, depuis notre indépendance, il n'y a pas de cas certifiés. Et que fait le programme par rapport à cet état de choses? Le programme, il fait quoi? Parce qu'il n'y a pas de cas certifiés jusque-là. Est-ce qu'il y a des recherches qui sont menées? Il y a des choses qui sont faites par rapport à cela, docteur? Merci beaucoup. Donc, le programme, depuis sa création, a une mission, comme l'a dit le directeur. Nous sommes en train de faire des recherches actives. On est descendu à travers la République jusqu'au niveau des villages pour rechercher le vers de Guinée. En dehors de ça, il y a une surveillance des routines qui se passent. Donc, le système de surveillance mis en place va de la base des centres de santé, des aires de santé, zones de santé. Il y a des définitions opérationnelles qui ont été édictées. Comme l'a dit docteur Théo, quelqu'un qui verrait une personne avec des plaies, avec émission d'un ou plusieurs vers, va déclarer avoir vu les vers. Là, nous, on considère ça comme rumeur. Toutes ces rumeurs sont remontées à notre niveau et nous faisons des investigations de ces rumeurs. Au cas échéant, quand on trouve effectivement la personne, on essaie maintenant d'extraire et de renvoyer. On a déjà envoyé plusieurs échantillons, je crois 6 ou 7 à Atlanta.
qu'on a envoyé. Mais ça n'a pas été... heureusement pour nous, en fait, c'est heureusement pour nous que ça a été négatif. Donc, pour le moment, on peut se dire qu'on n'a pas les vers de Guinée. Mais il faut des évidences scientifiques. Étant donné qu'on a des soucis avec nos voisins, comme on venait de le dire tout à l'heure, il faut toujours de la prudence. En 2018, on a eu 54 cas à travers l'Afrique, avec des cas en Angola, chez les chiens. Et il y a les Sud-Soudan, avec qui on partage la frontière. Mais il y a eu plusieurs autres cas au Tchad qui est un peu éloigné, des cas tout à fait humains. Donc cela veut dire qu'il y a toujours ces risques-là. Et nous avons un petit souci parce que au niveau de notre surveillance animale, c'est pas poussé. Donc on doit maintenant travailler des communes encore pour cette lutte-là par rapport à ces volets-là. Docteur Chico, la lutte est là, c'est vrai, la surveillance, mais quelles sont les actions qui sont en vue pour que la RDC soit déclarée un pays éradiqué par rapport à cette maladie au niveau du programme? Oui, au niveau du programme, d'abord, on a des défis qu'on est en train de... Il y a des défis à faire à la longue, entre autres au niveau de la surveillance et au niveau de la communication. Mais à part ça, il y a un comité national de certification d'éradication de la drépanocytose qui a été mis en place pour aider, vu qu'il y a très longtemps qu'on n'a pas encore confirmé ou certifié le cas, pour préparer la certification d'éradication afin de les présenter à l'OMS pour déclarer maintenant que la maladie n'existe pas en RDC. Le programme travaille en collaboration avec ces comités afin de certifier cette éradication. On va terminer avec cette émission. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. Docteur Serge, à vous de conclure. La drépanocytose, on l'a dit, il n'y a pas encore de cas confirmés, certifiés en République démocratique du Congo, mais la maladie a existé peut-être avant l'indépendance. Aujourd'hui, nous sommes en 2020, 21e siècle. Est-ce que de telles maladies peuvent encore exister au niveau sous la tropique, comme on dit, et que faire ou que fait le programme national pour que beaucoup d'autres maladies, c'est vrai, qui sont endémiques, qui doivent peut-être être éradiquées, mais ne le sont pas encore. Et les programmes, ils existent, comme le programme national d'éradication de la drépanocytose. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives pour la République démocratique du Congo par rapport à cette maladie? Les perspectives d'avenir sont à notre niveau de lutter contre cette maladie, c'est-à-dire que nous devons renforcer la surveillance, l'information pour le public, comme on l'a dit, communication pour les changements de comportement de la population, et viser plus sur la prévention, comme on a dit, purifier les eaux que la population peut prendre comme boisson. Et en plus de cela, nous devons encore renforcer la surveillance avec les pays frontaliers. On nous a parlé des déplacements des populations qui viennent du Tchad, qui sont dans le Soudan du Sud, qui sont en Angola, et ainsi de suite, les échanges entre notre pays et ce pays-là, frontalier. De même, nous devons encore renforcer notre surveillance, cette fois-ci, au niveau des animaux. Parce que nous avons des peuples qui sont des éleveurs, des pasteurs, et chez ces peuples-là, les bovins, les macaques, les chiens, les chats, qui sont des animaux qui vivent avec nous à proximité, sont contaminés et présentent aussi cette maladie-là. Nous devons arriver avec le groupe de programmes qui s'occupent des animaux, la surveillance des animaux, comme les vétérinaires et tout, pour travailler de commun accord pour cela, même avec le ministère de l'Agriculture, pour les eaux et les forêts, et ainsi de suite, pour arriver à désinfecter les eaux, à donner de l'eau potable à la population, afin que cette maladie soit vraiment éradiquée. On a détecté, pas détecté comme tel, mais on nous avait appelé comme des alertes, des rumeurs. Et on a déjà extrait plusieurs vers, dont on nous a parlé de plus de 7 échantillons qui ont été expédiés aussi d'ici l'Atlante, aux États-Unis d'Amérique. Mais là, ils ont dit que ce n'est pas le ver de Guinée en soi. Mais nous continuerons les travaux, nous ne baisserons pas les bras. Nous disons merci à l'OMS pour l'appui. Nous disons merci à notre secrétariat général, le secrétaire général qui nous écoute, et surtout son Excellence le ministre de la Santé, qui a porté son choix sur nous pour mener cette lutte-là, afin que notre pays soit certifié
pour l'éradication de la drépanocytose. Docteur Serge, merci. Docteur Théo, docteur Eric, docteur Chico, merci à l'arsenal des docteurs qui a répondu à cette invitation dans le cadre de cette émission Forum AGEM pour parler de la drépanocytose, cette maladie qui n'a pas encore été certifiée éradiquée en République démocratique du Congo, mais pour lequel l'équipe du programme national d'éradication mène les combats pour que la RDC soit déclarée pays éradiqué de cette maladie, la drépanocytose. Merci également à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission. Nous vous retrouvons très prochainement, toujours avec le même plaisir, avec d'autres sujets peut-être. Au revoir et à très bientôt.